Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, comme la tradition le veut, ou en tout cas la préparation, évidemment, je suis venue avec un discours qui était prêt, en tout cas, qu'on avait travaillé avant de vous retrouver. Mais vu la qualité, la multiplicité des questionnements, je fais le choix de ne pas le lire tel quel, mais au contraire de prendre le temps de répondre à chacune des questions ou des interventions, en tout cas des inquiétudes partagées. Quand j'étais appelée à ce temps de débat, la question était « éducation, jeunesse, quelle politique ?» Effectivement, mais en réalité, ce n'est pas un discours sur le budget 163, et je vais vous rejoindre, monsieur le sénateur, mais bien au-delà, c'est quelle politique pour nos jeunesses, bien au pluriel, quelle politique pour notre pays, et pour génération après génération, ceux qui deviendront les citoyens. Alors pour ça, effectivement, je n'ai pas la clé à moi toute seule, loin de là, et serait bien prétentieux celui qui imagine qu'à lui seul ou qu'une politique publique permettrait d'accompagner toute une jeunesse. Les jeunes aujourd'hui, c'est qui, c'est quoi? Ce sont des âges, des transitions, c'est des enfants pour certains, des adolescents, des jeunes parents. Ils ne vivent pas la même chose s'ils sont en territoires ruraux, ultramarins ou en zone urbaine. Ils ne vivent pas la même chose si leur famille est d'une classe aisée ou s'ils viennent de familles monoparentales. Et en réalité, tout ça donne une multiplicité de besoins, une multiplicité d'aspirations, mais aussi une multiplicité en réalité d'espoir. L'école, avec un grand E, que ce soit le premier, le second cycle ou bien au-delà, doit permettre en réalité cette égalité des chances, cette égalité des possibles. Mais pour ça, il faut répondre à chacun de ces âges. Alors oui, je ne porte pas à moi seule les réponses de la jeunesse, et j'ai envie de dire bien heureusement, puisque c'est bien la priorité, la volonté de tout un pays. En tout cas, c'est comme ça que je le conçois. Pour les premiers âges, entre 0 et 2 ans, on sait que les inégalités se reproduisent. C'est pour ça que mon collègue Adrien Taquet porte les 1000 premiers jours, pour accompagner les parents eux-mêmes à accompagner leurs enfants. Parce que oui, aujourd'hui, les enfants sont soumis, pour un certain nombre, et vous l'avez rappelé, Madame la sénatrice, à un nombre de dangers et de risques absolument accrus. Et avant, il suffisait de mettre un code à la télé. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les enfants, si on parle vraiment d'eux, les premières réponses qu'a souhaité le ministre de l'Éducation nationale, qui porte mais viscéralement cette école républicaine, ça a été d'abord le dédoublement des classes de CP, mais aussi les petits déjeuners pour permettre à ceux qui ont faim, finalement, eh bien, d'apprendre dans de bonnes conditions le matin. Mais en restant avec un seul cap, simple, clair. Alors oui, basique, mais tellement essentiel. Lire, écrire, compter, respecter autrui. Puisque ce respecter autrui aura bien d'autres conséquences dans notre société, sur des violences, sur le respect de l'autorité, sur le respect de l'uniforme, sur en réalité le respect du vivre ensemble. Et oui, ça se transmet. Alors il n'y a pas que les enfants, il y a également les adolescents. Les adolescents, comment on les émancipe? Eh bien en voyageant, en apprenant, et c'est pour ça qu'avec l'éducation populaire et l'ensemble des acteurs associatifs, ça a été Vacances apprenantes. C'est permettre à ces familles qui n'ont pas les moyens d'accompagner leurs enfants dans des voyages pour apprendre les langues à l'étranger, qui n'ont pas les moyens finalement de payer des colonies de vacances, de voir leurs enfants vivre ces aventures, grandir. Parce qu'on croit au fait que oui, on grandit, on apprend en dehors des murs et en dehors des murs de l'école en particulier. Alors oui, il y a le passeport, oui, il y a le passe culture, mais ce sont en réalité que des outils. Ce n'est absolument pas une politique en soi, ce ne sont que des outils sur lesquels on s'appuie. Au-delà de ça, il y a évidemment les étudiants. Et ils ont été, pour moi, les premières victimes de la période de la crise sanitaire. Eux, ils ont été privés d'années universitaires, de bancs, de copains, de sorties. Et j'ai à peine 32 ans, mais je me souviens encore de mes années de 18 et 20 ans. Et oui, moi, j'ai adoré sortir. Et c'est là où j'ai fait mes premières expériences associatives, syndicales. Et tout ça, ça leur a manqué. Parce que oui, ils ont subi ces visios. Mais cette crise sanitaire, elle a bien percuté, en réalité, toutes les générations et tous les pays. Alors, on a fait peut-être pas suffisamment vite, mais on a d'abord répondu à la priorité des priorités, leur permettre de se nourrir, de se loger dignement. Alors, une politique plus structurelle, ça a été la rénovation des logements étudiants, qui étaient de plus en plus insalubres, mais ça a été aussi d'ouvrir les restaurants universitaires et de permettre ces repas à 1 euro. Ça a été pour la santé, ouvrir l'accès effectivement au chèque psy. Alors, il y avait un tabou dans notre pays. C'est réel, ce tabou, c'est la santé mentale. Cette crise, elle l'a finalement levée, elle aura permis qu'on puisse parler. Mais est-ce qu'on a aujourd'hui suffisamment de médecins, de psychologues, de pédopsychiatres? Non. On n'en a pas assez, ni dans nos services de santé universitaires et encore moins dans notre pays.
Au-delà des étudiants, de la complémentaire et des différentes réponses, il y a un enjeu. Cet enjeu, en tout cas pour moi, il est double. Le premier, c'est d'abord protéger les jeunesses dans leur diversité. Les protéger d'abord du numérique. Parce que oui, le numérique, c'est une opportunité, mais c'est un risque. Et c'est réel. Ce risque, il est multiple. On a parlé du cyberharcèlement. On parle peu de tous les risques aujourd'hui de prostitution des mineurs, qui se retrouvent embarqués avec du chantage par l'utilisation, alors on appelle ça les revenge porn, c'est l'utilisation de vidéos, désolé pour l'anglicisme, mais l'utilisation de vidéos à caractère sexuel ou sexiste, qui se retrouvent en fait à prendre en otage et en piège toute une partie de notre jeunesse. C'est également lutter contre ces fake news qui les mènent parfois à ne pas aimer ni la France, ni nos institutions, parce qu'ils se retrouvent confrontés, et parfois par manque de repères, et parfois c'est certainement parce que l'école n'a pas été suffisamment allante sur l'éducation civique et morale, parce que l'objectif c'est d'avoir l'esprit critique. On réussira jamais à limiter tout ce qu'il y a sur Internet. Mais si nos jeunes sont éclairés, alors ils auront ce goût de l'esprit critique, ils douteront, ils iront croiser les sources. Cet esprit critique, il s'accompagne. Lutter contre la prostitution des mineurs, lutter contre les violences sexuelles et sexistes, lutter contre les stéréotypes, mais également, et pour moi en tout cas c'est un vrai sujet, lutter également contre ces raids numériques qui nous amènent aujourd'hui à vivre des situations comme Mila. Et ça, aujourd'hui, la loi a été renforcée pour permettre de lutter contre ces bandes qui aujourd'hui brisent des vies. Lever ce tabou du harcèlement, c'est aussi former l'ensemble des enseignants, mais pas que. Et je vais y venir parce que moi je crois que cette jeunesse, elle doit être accompagnée par tous. D'abord les protéger, ensuite leur permettre de s'émanciper. S'émanciper, c'est quoi ? C'est leur permettre finalement de croire que oui, moi je le crois, on a un des plus beaux pays au monde. Parce que c'est notre pays qui permet à chacun d'être regardé par notre société comme un citoyen. Ça veut dire lutter contre les discriminations, bien sûr, mais ça veut dire aussi imaginer que ce Erasmus+, que cette mobilité, elle n'est pas réservée aux seules familles aisées ou aux seuls urbains. C'est aussi permettre par l'engagement, de découvrir à quel point, quand on est un citoyen engagé, à quel point on prend pleinement sa place, dans son village ou dans sa ville, dans son bourg ou dans son conseil municipal, par le service civique, par finalement l'engagement dans les assos plus largement. Mais c'est aussi lutter contre, aujourd'hui, la montée finalement aussi d'un islam politique qui divise, de monter contre l'extrême droite qui divise, et lutter contre tout ce qui appelle à la fragmentation de ces jeunesses. Comment lutter ? En vivant de la cohésion, en permettant de la mixité, en rappelant à quel point ces repères absolument essentiels que la République nous transmet, que la France a permis de conquérir siècle après siècle, finalement c'est aussi leur héritage. Cet héritage, moi j'assume de le porter, entre autres, avec un service national universel, parce que nous avons besoin à nouveau retrouver le goût de la cohésion, le goût du faire ensemble, le goût de l'effort, par le sport, par l'enseignement, par le développement durable. Mais c'est aussi reconnaître ceux qui s'engagent peut-être un peu plus, avec des internats d'excellence, leur permettre de quitter leurs environnements familiaux et finalement s'en sortir peut-être un peu plus vite que les autres. C'est aussi la transmission de la valeur travail. Cette valeur, elle n'est pas anodine, elle n'est pas dépassée. La valeur travail, c'est quoi ? C'est permettre à chacun de dire « oui, par mon effort, par mon action, je m'en sortirai ». C'est pour ça que le contrat d'engagement jeune, ce n'est pas un RSA. Et ça n'a pas vocation à l'être. Parce que c'est établi sur une volonté qui est celle des devoirs et des droits. Mais c'est aussi reconnaître des jeunes qui sont plus en fragilité que d'autres. Parce qu'un jeune qui souhaite, par exemple, faire un apprentissage qui est la voie d'excellence aujourd'hui pour trouver sa place dans notre pays et porter fièrement tout ce qu'on sait faire sur nos territoires, parfois il y a d'autres freins, le logement, le permis, d'autres freins qu'on peut lever quand on est accompagné humainement par une mission locale, par parfois un pôle emploi, par une association d'insertion. Et aujourd'hui, ces jeunes, ils ont besoin de ça. Mais ces jeunesses, elles sont tellement diverses que cette valeur travail, elle peut prendre plusieurs formes. D'abord, protéger les emplois. Avec le plan Un jeune, une solution, ça a été, oui, 10 milliards d'euros, d'accord. Mais en réalité, c'est 3 millions de jeunes qui en ont bénéficié. Et c'est ce qui compte. Demain, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est un engagement parce que je crois que chaque jeune qui fait un apprentissage, demain, a vocation à reprendre peut-être une TPE, peut-être une PME, mais surtout permettre à une économie de rester au plus proche. C'est aussi le déploiement des écoles de production qui permettent d'apprendre autrement, des EPID, qui lèvent d'autres freins. Et pour conclure, parce que Madame la Présidente, je vois que le temps file, et que comme je suis sortie de mes notes, ça passe encore plus vite, l'accompagnement, pour moi, il est global. L'école, elle peut des choses. Elle peut transmettre les fondamentaux, elle peut transmettre des valeurs, elle peut transmettre des repères. Mais l'école,
elle n'est pas seule. Les familles doivent être accompagnées et elles doivent reprendre pleinement leurs responsabilités et leur place. Ça veut dire les accompagner face aux nouveaux dangers du numérique. Ça veut dire les doter pour qu'ils aient les réflexes face au harcèlement ou cyberharcèlement. C'est aussi leur permettre d'avoir l'ensemble de l'information sur les dangers des écrans. Les familles, mais aussi l'éducation populaire, toutes ces associations sur nos territoires qui éveillent avec un déploiement aujourd'hui plus massif et assumé du BAFA, de l'enseignement extrascolaire, et aujourd'hui avec le ministère qui réunit l'éducation, la jeunesse, et bien c'est tous les temps du jeune et de l'enfant sur lesquels on peut intervenir. Et enfin, peut-être 2 acteurs qu'on cite un peu moins, mais que finalement, vu le thème de nos échanges aujourd'hui, sont essentiels, les élus locaux. Parce que oui, ils s'engagent également pour nos jeunes. Et ils s'engagent de différentes manières. Aux plus jeunes, c'est les conseils municipaux jeunes, c'est les cérémonies de remise des cartes électorales pour lutter contre cette abstention. Mais c'est aussi le passeport du civisme en CM2, la transmission des questions mémorielles qui permettent à chacun de s'ancrer et d'être fier de sa ville, de son territoire et de son histoire. C'est aussi le fait de travailler aujourd'hui avec les élus locaux pour ne pas laisser de fermeture d'école se faire, en tout cas sans discussion, sans échange. Je ne crois pas qu'on puisse faire une politique des jeunesses tout seul et que ça vienne d'un ministère tout seul, encore moins. Et pourtant. Et enfin, peut-être pour conclure, Madame la Présidente, et je vous remercie pour votre diligence, les entreprises. Parce qu'il faut une adéquation entre les formations et les territoires. Parce que c'est comme ça qu'on permet en réalité à chaque jeune de trouver l'apprentissage, mais aussi l'emploi qui est le plus proche de lui. Découvrir les métiers. Enfin, on ouvre les portes et les fenêtres des écoles. Parce qu'il faut lever ces suspicions entre les entreprises et l'école. Parce que plus les enseignants se parlent, plus les enseignants parlent aux entreprises et les entreprises comprennent les parcours, plus on réussira d'avoir une meilleure adéquation. La mobilisation pour les stages, la reconnaissance des compétences par les entreprises quand on fait un service civique ou quand on s'engage dans une action bénévole, tout ça nous permet une chose, mesdames, messieurs les sénateurs, c'est que notre jeunesse, elle a bien des aspirations, qu'elle soit de mobilité, de famille, d'engagement, et chacune d'entre elles mérite d'être accompagnée, quelle que soit sa ligne de départ, parce que s'il y a une promesse, elle est bien là, c'est la promesse de l'école pour tous, de l'école de la confiance, mais surtout, c'est l'école française que nous défendons et que nous portons. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Dans la suite du